Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième de l'Info et vous. Comme vous pouvez le voir, le duo n'a pas changé. À mes côtés, Valentine Maheu. Bonjour Maxime, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle édition. Dans le sommaire de ce journal, une nouvelle chronique fait son apparition. On reviendra sur les intempéries du week-end dernier dans le sud-est. On se déplacera ensuite à la frontière franco-italienne où les buralistes italiens se remplissent les poches aux dépens de leurs homologues français. On se retrouvera également au cœur des travaux sur le port de Nice où, malgré le bruit, la colère des antiquaires se fait entendre. À Carros, un nouveau projet a commencé début novembre. Le maire et ses habitants mettent en place un système de reforestation après les incendies de juillet 2017. La tour Saint-François a ouvert ses portes au plus grand bonheur du public niçois, une nouvelle qui réjouit déjà habitants et commerçants. Et enfin, on terminera avec un peu de sport. On vous fera découvrir un lieu aimé des passionnés de vélo, le Café Cycliste. Et on commence ce journal avec l'actu de la semaine, une nouvelle rubrique consacrée au décryptage de l'information hebdomadaire. Aujourd'hui, Alexis Gilly prend les rênes. Alexis, c'est au retentissement des sirènes d'alerte que de nombreux riverains et résidents des Alpes-Maritimes et du Var ont été invités à rester chez eux samedi dernier. Effectivement, Valentine, après les sévères intempéries qui ont touché la région sud de la France au cours du week-end, le bilan déposé par les forces de l'ordre s'est désormais alourdi. Après la disparition d'un homme, le corps a été retrouvé, ce qui alourdit le bilan, malheureusement, à plus de 5 victimes. Et Alexis, quelles ont été les conséquences sur le quotidien des sudistes ? Alors pour ce qui est des conséquences sur le quotidien des sudistes, malheureusement ils n'ont pas passé un week-end très gai car 1550 foyers ont été touchés par des coupures plus ou moins longues d'électricité. Nous avons aussi observé des phénomènes plus ou moins rares et étonnants tels que l'apparition sur le littoral niçois d'animaux montagnards comme des chamois ou des sangliers qui sont apparus. Pour finir, les pompiers ont été appelés plus de 2000 fois, ce qui a mené à 537 interventions au cours du week-end. Et Alexis, qu'en est-il des Niçois ? Pour ce qui est des Niçois, le plan blanc a été activé par la mairie de Nice en ce week-end. Les centres commerciaux ont été fermés, le trafic ferroviaire a été énormément perturbé, tout de même que le trafic aérien avec énormément de vols soit décalés, soit annulés au cours du week-end. On pense également aux événements sportifs tels que la No Finish Line, durant lequel une femme coureuse a été grièvement blessée. Prise en charge par les autorités de Monaco, la personne se trouve désormais dans un état grave. Pour finir, une cellule de crise a été déployée par la mairie de Nice pour répondre aux problématiques qui se sont posées suite à ces drames. Merci beaucoup Alexis pour ce point sur l'information. On va maintenant parler tabac. Dès le 1er janvier prochain, les paquets de tabac coûteront en moyenne 10 €. Une nouvelle augmentation qui va inciter les Azuréens à se rendre directement en Italie. À Menton, les buralistes italiens profitent de l'occasion aux dépens des vendeurs locaux. Un reportage de Camille Daudet et Vincent Franco. C'est l'Eldorado des fumeurs azuréens. À quelques mètres de la frontière franco-italienne, des centaines de Français viennent chaque jour faire le plein de tabac. Une fréquentation qui ne cesse d'augmenter depuis des années et qui réjouit les buralistes italiens. Oui, c'est le bonheur, parce que la différence de prix et les pays de frontière, c'est normal qu'ils viennent acheter des cigarettes ici. Comme nous, on vient maintenant à faire l'essence, c'est autre chose. Les pays de frontière, depuis toujours, c'est comme ça. Nous avons le bureau de tabac ici depuis 1928. Avant, il y avait mes parents. Et juste à l'année 98-2000, c'est tout le monde allait en même temps faire des achats de cigarettes. Catherine est une habituée. Depuis 10 ans, elle vient ici chaque semaine acheter ses paquets de cigarettes. Alors, mes Chester bleus habituels. Pardon, je vous les mets à l'endroit. Voilà. Et du coup, vous avez économisé combien aujourd'hui en venant acheter ici ? Je crois que le paquet, là, actuellement, il est passé dans les 9 €. Je sais pas, je suis plus les prix français, mais là, je les paye 4,70 le paquet. Donc, franchement, c'est beaucoup plus intéressant. Et comme je suis frontalière, j'ai même pas besoin d'acheter des cartouches. Je viens toutes les semaines prendre mes 4-5 paquets, ça me suffit. Voilà. Et on fait de grosses économies, ça, c'est clair. À Menton, de l'autre côté de la frontière, les buralistes font grise mine. Ils ne peuvent pas lutter face à la concurrence transalpine et espèrent rapidement un geste de l'État pour survivre. En 2018, on a perdu dans les 30 000 € de chiffre d'affaires. Et là, je pense qu'en 2019, on va être à 40 000, voire 50 000 de chiffre d'affaires en baisse. Donc on espère qu'ils vont augmenter la commission, comme ils avaient promis, pour que justement ça pallie un petit peu le trou en fait. Cette année, l'État a annoncé consacrer 80 millions d'euros aux buralistes, une manière de réduire les inégalités entre la France et ses pays frontaliers.
Restons dans la fumée et direction les travaux du port de Nice qui durent depuis plus de 5 ans. Maxime, vous les aviez déjà vus, vous ? Qui ne les a pas encore vus? Eh bien écoutez, je me le demande, une atmosphère pesante pour les riverains, mais aussi pour les commerçants, puisqu'ils sont de moins en moins nombreux. Reportage Tristan Couvreur et Maxime Tilliette. Nice, son eau claire, ses bateaux et ses travaux. Depuis 2014, le quartier du port est paralysé par le chantier de la ligne 2 du tramway. Parmi les nombreux commerces impactés, les historiques antiquaires niçois ont été frappés de plein fouet. Ça a mis un peu en danger notre affaire, c'est sûr, c'est évident. En ayant moins de passages, ayant moins d'acheteurs, ça crée une incidence sur l'activité commerciale. Pour survivre, Serge Rallot a été obligé de s'adapter. Heureusement qu'il y a un petit peu Internet, qu'on a la possibilité de vendre encore un peu là. Sinon, je pense que ça aurait été très difficile de tenir le magasin. Il y a encore 5 ans, ce quartier historique comptait plus de 120 boutiques d'antiquités. Aujourd'hui, ils sont à peine 40. Une catastrophe pour le président des antiquaires niçois. La première année, il y a une hécatombe d'au moins 80% des membres de cette communauté professionnelle située dans ce quartier. On est à genoux. On ne mord pas la poussière encore, mais on est à genoux. On a passé le plus mauvais, il faut bien le reconnaître, et je crois qu'il faut regarder l'avenir avec sérénité. Dans un mois, le calvaire sera terminé pour les antiquaires, les travaux seront finis et le nouveau tramway ramènera enfin du monde dans le quartier. Je pense que le fait que le tramway soit un moyen de locomotion extraordinairement rapide va faire revenir des clients, apporter une nouvelle clientèle, bien sûr. Rendez-vous le 14 décembre pour l'inauguration du nouveau terminus de la ligne 2 du tramway. Depuis 2 ans, la faune et la flore de la ville de Carros sont en reconstruction après le terrible incendie de juillet 2017. Une opération de reforestation est menée par l'ONF, l'Office national des forêts, ainsi que la mairie du village. Émeric Bringuier et Gianni Covino se sont rendus sur place. Après les incendies de 2017, la forêt communale de Carros fait peau neuve. Ce lundi, les ouvriers de l'Office national des forêts commencent à replanter les arbres permettant une reforestation. On met du terreau au fond. Dans ce terreau, on y met une trentaine de grammes de polyterre, là, c'est granulé. Ça gonfle avec l'humidité et ça permet de redistribuer de l'eau pendant la saison sèche. On mélange un peu, on met le plant dedans. Et une fois bien rebouché, après, on fait une petite cuvette autour. Ça garde un peu l'eau quand il pleut, quoi. Plus résistant à la chaleur, oliviers, amandiers et caroubiers remplacent les pins originaux. Le retour complet de la forêt va prendre plusieurs années, un projet mis en place par le maire de Carros. L'objectif est de diviser des secteurs dans les 80 hectares qui ont brûlé. Et sur ces différents secteurs, à partir d'analyse de sol, on a un projet d'aménagement global justement de cette forêt en plantant 150 arbres sur ce secteur-là. Mais dans d'autres secteurs, il y aura des arbres qui seront beaucoup plus petits, bien entendu. Et puis on a dégagé également une bande qui aura, elle, vraiment une activité agricole et qui pourra servir de coupe-feu avec de la plantation de vignes et d'oliviers. Les Carrossais se souviennent encore de cet après-midi dévastateur. Que pensent-ils donc de cette reforestation ? On l'a vécu une après-midi en fait où la forêt, dans l'espace de l'après-midi, a disparu. Et limite, on allait être évacué du village parce qu'ils avaient peur que l'incendie remonte sur le village. Moi, je suis plutôt pour la reforestation que les mises en culture ou le maître des vignes. J'en suis ravie que ce soit pas exploité autrement et que les terrains restent vraiment forestiers, quoi. Voilà, c'est très important, c'est pratiquement le poumon de la commune. On est très attaché à nos arbres et c'est primordial. La plantation s'effectue cette semaine sur ce secteur test. Le village devra être patient pour retrouver l'entièreté de sa forêt. Retour à Nice, la tour Saint-François a ouvert ses portes en septembre dernier pour le plus grand plaisir du public. Une première pour l'édifice du XVIIIe siècle qui accueille petits et grands. Une visite sportive faite par Alice Dubernay et Vincent Pic. Cette vue imprenable sur la ville de Nice, il faut la mériter. 288 marches à attendre les visiteurs depuis l'ouverture au public de la tour Saint-François.
La municipalité a voulu donc l'ouvrir au public pour effectivement pouvoir à son sommet voir le panorama qui s'offre à nous à 360 degrés et permettre des visites commentées sur l'ensemble de la ville. Ouvrir la tour au public était donc l'objectif, une décision qui réjouit visiteurs et restaurateurs. C'est très positif pour le quartier parce que c'est un bâtiment qui a incité beaucoup de curiosité de la part des gens qui passaient et on ne savait pas quoi leur répondre. Donc maintenant on peut dire que c'est une tour qui a été rénovée, qui fait 42 mètres de haut, qui a appartenu accolé au bâtiment qui a été une fois pendant une période la mairie de Nice, pendant une période une église. C'est vrai que la ville vue d'en haut c'est joli, nous on l'avait vue du château. C'est vrai qu'il y avait un beau paysage. Un beau panorama. Oui, bah écoutez, c'est quand même mieux que d'aller prendre un verre sur un rooftop. Donc oui, avoir un panorama, c'est quand même sympathique. Surtout sur la promenade, là, c'est magnifique. Magnifique, oui, mais elle redynamise aussi la place. La tour est ouverte du mercredi au dimanche, de 10h à 17h30. Et on termine avec un peu de sport. Valentine, le vélo, vous aimez pas? Oui, mais à petite dose. D'accord, et ben vous allez être ravis puisque en juillet, Nice va fêter le cyclisme et battre au rythme du Tour de France. Pour les amateurs de vélo, c'est l'occasion de découvrir un endroit assez particulier, le Café Cycliste. Corentin Cousin et Thomas Pradon se mettent en selle pour vous faire découvrir ce lieu atypique. Après l'effort, place au réconfort. À première vue, c'est un café on ne peut plus normal. Au port de Nice, le Café Cycliste accueille ses premiers clients de la journée. C'est le passage au ravitaillement dans cet endroit un peu particulier. On voulait créer un lieu de vie où les cyclistes pouvaient boire quelque chose avant ou après leur sortie. Donc on propose uniquement des boissons chaudes et boissons froides. Du coup, il y a beaucoup de monde qui vient avant la sortie pour prendre un petit café et après pour se poser, discuter tous ensemble. Au départ, le Café Cycliste est une marque de textile. Ce concept store propose non seulement un lieu de vie, mais c'est aussi un magasin de vêtements et d'accessoires pour les coureurs. Un point de passage connu et réputé dans le milieu. Je suis une cycliste, je viens de Finlande. Je vais souvent faire du vélo à Majorque. Pendant qu'on se baladait ici, on a vu ce magasin. On était curieux de voir ce genre d'équipements. Ils ne sont pas communs. Mais le Café Cycliste a plus d'un coup de pédale dans sa musette. L'enseigne loue des vélos acier ou carbone pour découvrir la région. Comptez une moyenne de 60 € pour un vélo acier et 80 € pour un vélo en carbone. On fait de la location de vélo. Donc là, je suis en train de préparer un vélo pour un client qui viendra chercher le vélo demain. Alors pour louer, c'est très simple. On a un site internet où vous pouvez voir toutes les disponibilités, donc qui est caféducycliste.com. Et ensuite, on propose des sorties le samedi et le dimanche. Donc voilà, c'est au départ du café, c'est à 8h30, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, juste à venir. Pas vraiment pour les débutants, le samedi sortez le petit plateau pour un parcours entre 50 et 60 km. Pour les plus chevronnés, c'est le dimanche que ça se passe. Optez pour le grand plateau avec un tracé entre 80 et 90 km plus rythmé. Ouvert depuis 4 ans, tout semble donc rouler au Café du Cycliste. C'est désormais la fin de votre JT. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure sur EDJTV.